Donc aujourd'hui, le webinaire est sur les roulements à rouleau conique SKF Explorer, donc pour une durée de fonctionnement machine accrue en toutes circonstances. Pour ce webinaire, nous avons donc Benoît Lecomte, responsable roulement et palier en SKF en France. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et Domenico Resteno, responsable des services techniques SKF en France. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je leur laisse la parole. Donc bonjour et bienvenue à tous. Avec Domenico Resteno, nous avons préparé l'agenda que vous voyez sous les yeux. On va vous parler, vous pourriez nous parler aussi des besoins qui sont les vôtres, donc les besoins des industriels lorsqu'il s'agit des roulements à rouleau coniques. Nous allons également vous parler des caractéristiques techniques vues par nous, en tout cas des roulements à rouleau conique à une rangée, puisqu'on va parler surtout de ça. Et puis on va vous parler de nos nouveautés et pour cette gamme de roulements à rouleau conique à une rangée, notamment le SKF Explorer, mais pas seulement, puisqu'on vous indiquera aussi le chemin que l'on a parcouru depuis déjà quelques décennies. Voilà, donc bienvenue à vous tous, quelques-uns viennent encore de nous rejoindre, et merci d'avoir mis ça sur votre agenda de la journée. Donc nous démarrons avec cet agenda. Donc la première partie est vos besoins en tant qu'industriel. Et lorsqu'on vous rencontre, qu'est-ce que vous nous dites, que vous soyez constructeur ou que vous soyez utilisateur. Vous recherchez lorsque vous avez émis un besoin de trouver un roulement et pourquoi pas déjà exprimer le besoin d'un roulement à rouleau conique. Vous souhaitez toujours que ces roulements supportent des charges élevées, que ces roulements résistent à des conditions de fonctionnement difficiles, voire extrêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des conditions de démarrage, quelquefois qui peuvent être difficiles ou extrêmes, des accélérations au démarrage, mais pas seulement, qui peuvent être difficiles. Et puis, comme toujours dans les machines industrielles, on peut avoir des conditions extrêmes ou difficiles de lubrification ou de contamination. Vous attendez aussi que les durées de service soient fiables, soient comme attendu ou comme calculé, comme espéré, et que le fonctionnement de vos machines soit en relation avec la sécurité attendue aussi. Vous souhaitez également que les produits soient faciles à sélectionner lors de la conception ou à identifier lors d'une rechange ou d'une maintenance de l'équipement. Et vous attendez à ce que les désignations soient simples, soient répétables, etc. Et disponibles, voire faciles à trouver, quel que soit l'endroit de la planète où se trouvent les machines qui sont à réparer ou à maintenir. Les roulements à rouleau coniques. Les roulements à rouleau coniques, avec toutes vos applications, on les trouve dans les environnements de chantier, de matériel de construction, on le trouve dans des éoliennes, on le trouve dans l'industrie ferroviaire évidemment, on le trouve dans l'industrie du poids lourd ou de véhicules, avec des roulements à rouleau coniques, quelquefois des unités, des units complète avec plusieurs fonctions, y compris fixation, ABS, etc. Mais on revient très vite aussi sur des applications industrielles qui sont réducteurs par exemple, ou pompes, ou moteurs hydrauliques dans lesquels il y a beaucoup de roulements à rouleau coniques. Roulement à rouleau conique, c'est, je le disais, la deuxième famille de roulements la plus utilisée au monde. Et par exemple, là, sur un réducteur, je ne vous laisse pas le temps de calculer ou de regarder ou de compter le nombre de roulements qui sont ici. Il y en a 13. Et sur ce réducteur, parmi les 13 roulements, il y en a 10 qui sont des roulements à rouleau conique. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment, je le disais, dans les réducteurs. Et dans ce montage-là, tout à l'heure on parlait de conditions de fonctionnement sévères.
Un réducteur est une machine industrielle qui contient de l'huile. Cette huile sert à lubrifier les engrenements, par exemple. Et donc, on a la présence possible de particules. Après, elles peuvent être plus ou moins filtrées, évidemment, mais il y a des particules. Donc, les roulements fonctionnent aussi avec cette huile un petit peu polluée. Et puis, vous voyez, on a des roulements qui sont disposés assez loin les uns des autres. Donc, l'alignement des paliers, l'un vis-à-vis de l'autre, n'est pas forcément simple. Donc, les roulements peuvent fonctionner en présence de désalignements. Voilà, Domenico en parlait, pour les réducteurs et les multiplicateurs. Donc vous avez des attentes spécifiques à cette application, donc de charge, de vitesse élevée, de résistance à des conditions difficiles, de contamination métallique ou non métallique. La durée de service augmentée vous intéresse dans tous les cas de figure, que vous soyez vous-même constructeur ou vous soyez utilisateur de réducteurs. Dans un encombrement réduit si c'est possible, parce que ça vous aidera à avoir une machine plus compacte, moins lourde, moins chère. Et puis, lorsqu'il y aura des roulements qui seront avec des problèmes possibles de réglage de jeu et de précharge, quelque chose de facile à utiliser, facile à régler, avec des recommandations simples. Pour les pompes et les compresseurs, qui est aussi un lieu où sont souvent montés des roulements à rouleaux coniques, on souhaite que nos roulements tolèrent une faible lubrification, parce que ça arrive dans ces applications. Oui, alors, de la même manière, beaucoup de machines sont lubrifiées à la graisse, et la graisse est un lubrifiant assez pauvre. Donc, on va dire, c'est assez... ça réclame des vraies capacités à créer des films lubrifiants, entre autres au niveau de l'épaulement. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions difficiles de fonctionnement. Donc nous souhaitons vous aider à atteindre des vitesses supérieures avec un frottement réduit, supporter les charges, on en a déjà parlé, le fonctionnement fiable sous précharge, notamment des fiabilités attendues lorsqu'il y aura des démarrages. Et donc vous attendez à ce que ça fonctionne et que ça démarre comme attendu. Et puis les conditions de lubrification, on en a déjà parlé. Et enfin, pour parler de présenter un faible frottement en phase de rodage, on peut parler de la génération du film d'huile limitant les usures, notamment au contact de l'épaulement et des rouleaux et des rangées de rouleaux coniques. Donc ce sont tous des éléments que vous attendez, pas seulement sur les pompes et les compresseurs, mais notamment sur les pompes et les compresseurs. Ce dont on va vous parler, et notamment en termes de nouveautés chez SKF, on va vous parler des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Dans la grande famille des roulements à rouleaux coniques, il y en a plusieurs. Celui qui est en haut à gauche est un roulement d'assez grande dimension qui peut être utilisé dans des éoliennes et qui s'appelle SKF Nautilus, qui a 2 rangées de rouleaux coniques. Je parlais tout à l'heure des roulements à destination de véhicules, de poids lourds, de voitures, avec des fonctions additionnelles. J'ai pas encore parlé de roulements multi-rangés d'assez grande dimension et qui sont utilisés dans la sidérurgie, dans la métallurgie. Et enfin, il y a des roulements à rouleaux coniques qui sont des butées pour supporter des charges axiales, pas seulement, mais notamment pour des montages verticaux. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le roulement à rouleaux conique à une rangée, et nous ne parlerons pas des autres types qui sont présentés sur cet écran, aujourd'hui en tout cas. Mais Domenico, ces fameux roulements à rouleaux coniques à une rangée, pourquoi les industriels les utilisent-ils? Quelles sont leurs caractéristiques en fait? Bonjour à tous. Les roulements à rouleaux coniques, vous avez vu que c'est la 2e famille de roulements la plus utilisée mondialement. Ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est associé à leur universalité d'usage. Universalité au sens où ce sont des roulements à rouleaux, donc capables de supporter des fortes charges, contrairement à des roulements à billes, donc fortes charges, et ce sont des roulements qui peuvent reprendre des charges radiales comme axiales. Donc on peut les utiliser comme palier fixe et palier libre. Ces roulements fonctionnent habituellement à la graisse ou à l'huile.
À l'huile, on citait le cas des réducteurs par exemple, mais il y a nombre d'applications à la graisse, dans l'automobile par exemple, sur des roulements de roues, mais dans l'industrie également sur des composants de type pompe ou même des compresseurs, on peut être à la graisse. Donc on a une universalité de la lubrification. Et en termes de vitesse de rotation, ce sont des roulements qui tourneront peut-être moins vite que des roulements à billes, mais néanmoins il est attendu également de tourner rapidement. Tout à l'heure, le réducteur que vous avez vu, il a ce qu'on appelle des arbres grande vitesse et des arbres petite vitesse. Donc on se retrouve dans un réducteur par exemple, ou même dans certains compresseurs à vis avec des vitesses très élevées. Dans les réducteurs, ce sont sur les arbres grande vitesse. Et donc ces roulements sont amenés donc à fonctionner à des vitesses très élevées. Donc, les 3 premiers points, c'est l'universalité d'usage. Ensuite, les 3 points suivants, c'est 3 points qui précisent les choses suivantes. C'est que d'abord, ce sont des roulements qui ne sont pas prêts à être montés. Il y a lieu déjà donc de les ajuster ou de les régler pour régler un jeu ou régler une précharge. Les roulements sont généralement montés par paire, puisque dès lors qu'on applique un effort radial sur un roulement, il existe un effort axial induit qu'il faut pouvoir reprendre. Et c'est pour ça qu'on les monte donc par paire régulièrement. Et enfin, pour faciliter les choses, comme les roulements sont séparables en 2 parties, le cône et la cuvette, ces roulements sont effectivement séparables, mais aussi interchangeables. Si on mélange des cônes et des cuvettes d'une même marque, on peut les monter indifféremment. Donc ça, c'est assez pratique. On demande que ces roulements aient également des couples de frottement qui soient les plus faibles possibles. Dans le couple de frottement les plus faibles possibles, pour 2 raisons. 1, pour pouvoir fonctionner à vitesse élevée, donc chauffer le moins possible. Et 2, également pour, sous précharge, ne pas risquer d'avoir localement, par exemple contre l'épaulement du rouleau, des températures élevées. Donc on cherche des faibles frottements. Enfin, il y a des problématiques d'alignement. Sur des machines compactes ou quand on monte des roulements côte à côte, on va dire il y a peu de problèmes, mais quand on les monte de manière distante, vous avez vu tout à l'heure par exemple sur le réducteur, eh bien on a un risque que le cône et la cuvette soient désalignés, donc avec des contraintes de bord. Enfin, ce dont on va vous parler aujourd'hui et ce qui est l'objet de l'évolution de gamme, c'est une gamme qui part de tout petits roulements de 15 mm jusqu'à des roulements de grande dimension pour des arbres de 360 mm. Donc vous voyez, ça va couvrir l'ensemble, je pense, du besoin industriel. Évidemment, on fabrique des roulements de plus grande dimension. On parlait de roulements de laminoir ou de roulements pour éoliennes. Ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Mais là, ce dont on va parler va couvrir cette gamme-là, donc va couvrir une très 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 grande partie je dirais, des applications qui peuvent exister. Enfin, un dernier point, il n'existe pas pour l'instant encore l'universalité extrême, c'est-à-dire le roulement à rouleau conique avec des joints d'étanchéité intégrés. En tout cas, en une rangée, ça n'existe pas, ça existe en multi-rangée ou en 2 rangées. Voilà. Mais Domenico, je le disais, ça fait plusieurs décennies qu'on fait évoluer cette gamme de produits. Tout à fait. SKF n'a pas inventé les roulements à rouleau conique. SKF a inventé, ni le roulement d'ailleurs, SKF a inventé les roulements à rotule sur bille, les roulements à rotule sur rouleau, les butées à rotule sur rouleau, le carbe. Les roulements à rouleau conique, c'est d'autres qui les ont inventés. Néanmoins, c'est sans prétention que je dirais que SKF est à l'avant-garde de ce qui se fait dans les roulements à rouleau conique. Et ce petit calendrier là montre, je dirais, plusieurs aspects. Les 3 premiers, là, 1960, 1970, 1980, c'est pour fixer des choses qui permettent de montrer finalement l'évolution des matériaux utilisés, l'influence de l'évolution des matériaux utilisés et également le souci d'amélioration continue qu'a eu SKF au fur et à mesure du temps. Souci d'amélioration continue, c'est une meilleure maîtrise des procédés de fabrication, c'est du redesign interne, des choses de cet ordre-là. Et tous ces efforts-là, déployés, je dirais, de manière industrielle, donc pour toutes les tailles, sur une gamme complète. Ça permet, par exemple, pour simplifier les choses, qu'un roulement qui, en 1960, faisait 45 de diamètre intérieur, on peut le remplacer en 1970 par un roulement qui fait 40, et puis en 1980 par un roulement qui fait 35 d'alésage. Donc là, les roulements auraient, on va dire, des capacités de charge équivalentes. Donc ça permet d'avoir ou des machines qui durent plus longtemps avec un même roulement, ou des machines plus petites.
parce qu'on met des roulements plus petits. Donc ça, c'est les 3 premières colonnes. Les 2 dernières, on va s'y attarder un petit peu plus. En 1985 apparaît dans nos roulements le suffixe Q dans les désignations. Le suffixe Q voulait dire TQ line. La TQ line, c'est une avancée assez unique sur le marché. Je vous en parlerai juste après. Vous voyez, on a encore diminué d'une taille avec la TQ line. On est passé en taille 6, c'est-à-dire un diamètre 30. Et en 2003, SKF a présenté sur le marché des gammes dites Explorer. Pas seulement sur les roulements à rouleau conique, mais sur l'ensemble de ces gammes, roulement rigide à billes, roulement à contact oblique, roulement à rouleau cylindrique, roulement à rotule sur rouleau, mais également sur les roulements à rouleau conique. Donc les roulements Explorer ont encore fait progresser d'un pas la capacité de chargement des roulements. Donc je vais vous parler de ces 2 derniers aspects un peu plus dans le détail. Donc d'abord la TQ line, c'est ça? Oui. Alors la TQ line, c'est en 1985. En 1985, bien SKF a fait évoluer la géométrie interne de manière assez profonde. Quand on applique à un rouleau une charge très importante, eh bien, la répartition des contraintes au contact n'est pas linéaire, mais fait apparaître en bord de rouleau des concentrations de contraintes. Donc, et ces concentrations de contraintes, en réalité, vont gréver la durée que l'on a calculée. Ça n'apparaît pas dans le calcul, mais c'est ce qui se passe en réalité. Donc pour limiter ces contraintes de bord, on peut donc modifier le profil des rouleaux. Soit on fait des profils bombés de rouleaux, mais il y a un risque que la zone de charge soit trop réduite et qu'on ait malgré tout des contraintes de bord élevées. Et donc des contraintes très concentrées. Ou alors, il faut faire des profils beaucoup plus élaborés. Par exemple, un profil dit logarithmique, qui est très linéaire au centre et qui, je dirais, se dégage très rapidement sur les extrémités. Donc, sur la base d'une forme ou d'un profil logarithmique, hein, qui est une courbe mathématique connue. Et de cette manière-là, finalement, on arrive à rendre uniforme, le plus uniforme possible, la pression de contact entre rouleau et piste, et cela donc à la fois en forte charge roulement aligné et également en forte charge roulement désaligné. Alors par contre, donc c'est ce que l'on a sorti sur la TQ Line en 1985. SKF était le seul à ce moment-là à le proposer sur le marché sur une gamme très étendue. Donc on a profil de rouleau logarithmique, profil de piste bague intérieure logarithmique, profil de bague extérieure légèrement bombé. Bon, la bague extérieure pouvant bouger par rapport à la bague intérieure, on ne peut pas y appliquer de roulement de profil logarithmique. Ça, c'est un premier point de la gamme TQ Line. Ensuite, sur les roulements à rouleau conique, les rouleaux sont en appui contre un épaulement. Donc une partie de l'effort axial passe par cet épaulement. Je dis bien une partie, hein, c'est uniquement le cône du rouleau, l'effort dû au fait que le rouleau est conique, qui vient appliquer le rouleau contre la face. Tout l'effort ne passe pas par la face. Hein. Donc à cette interface-là, donc il y a frottement pur, et il est important d'avoir un état de surface extrêmement optimisé pour créer très rapidement un film lubrifiant. Très rapidement, ça veut dire dès les basses vitesses, et ça veut dire avec très peu de lubrifiant, par exemple comme à la graisse. Et donc, on a dès la TQ Line, décidé d'avoir des faces rodées sur les rouleaux et d'avoir une surface de l'épaulement également en adéquation avec cet état de surface rodé. De sorte que dès qu'on démarre un roulement, même en présence de faible lubrification, on arrive à créer un film lubrifiant. Donc ça, c'est le point de la face de l'épaulement. Et un troisième point qui est sur la cage. Donc la cage, c'est l'élément qui sépare les rouleaux, qui a un rôle sur la qualité du guidage, qui a un rôle sur le fait que le lubrifiant reste sur la cage et reste au contact de la cage et des rouleaux. Donc on a optimisé la forme des alvéoles de cage. Et puis également, on a à ce moment-là mis des contraintes supplémentaires en fabrication sur la qualité des surfaces de nos roulements, c'est-à-dire limiter les petits impacts, les salissures, et également la topographie des tolérances sur la topographie ont été ajoutées, tout ça pour avoir des performances plus élevées. Donc ça, c'était la TQ Line 1985, déployée sur une gamme assez large. Et alors, ces roulements Explorer qui ont suivi les roulements TQ Line? Alors, les Explorers, en fait, c'est la traduction des efforts continus que l'on fait sur les matières, sur les traitements thermiques
et sur la capacité de nos usines à fabriquer de manière constante une qualité la plus élevée possible sur les performances. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que régulièrement, nous faisons des essais d'endurance sur nos produits pour voir un petit peu si finalement les modèles de calcul reflètent la réalité des performances, ou bien alors si les performances ne sont pas au-delà même des modèles de calcul. C'est ce que montre le graphe qui est sur la droite. Le graphe qui est sur la droite, en bleu clair, il apparaît ce qu'on obtiendrait en durée calculée. Ça, je parle donc ce qu'on obtiendra en durée calculée quand on calcule la durée L10 d'un roulement ou L10M, la durée modifiée. Et puis en bleu foncé, c'est finalement le résultat des essais d'endurance. Et en 2003, à l'époque où on a sorti les gammes Explorer et SKF, on s'est rendu compte que nos roulements, un certain nombre de nos roulements, avaient des durées bien au-delà des durées calculées. Donc ça ne nous a pas étonnés, puisque c'est quelque chose qui témoignait finalement de l'amélioration des procédés et des matières et des traitements thermiques. Donc c'est ce qui est écrit dans le texte là finalement, et également des tolérances plus étroites qu'on sait tenir. Ça a un bénéfice évidemment pour les utilisateurs, c'est des durées de service plus longues finalement que celles calculées, donc une meilleure fiabilité des machines, ou bien encore, si on arrive à le maîtriser, si on arrive à le garantir, ça peut permettre d'optimiser la taille des machines plus petites ou des entraxes plus réduits, ou passer des couples plus importants pour une même machine. Pour arriver à faire cela, pour tout soi, je dirais, quand on fait des essais, on le fait sur des numéros particuliers de roulement. Quand on souhaite faire ça, alors il faut se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux de tous les numéros de roulement pour pouvoir ensuite garantir que Explorer s'applique à une gamme entière. En 2003, nous l'avons fait sur les roulements à rotule sur rouleau, nous l'avons fait sur les roulements à billes, sur les roulements à rouleau cylindrique, sur les roulements à contact oblique. On s'est engagé sur des gammes entières de roulements avec des caractéristiques augmentées. Sur les roulements à rouleau conique, on ne l'a fait que partiellement et on a évalué taille par taille les roulements pour pouvoir les badger Explorer, pour faire simplement. Et comment on a traduit ça au niveau performance pour que les clients puissent finalement sélectionner le bon roulement ? Eh bien, on a augmenté les capacités de charge, en ligne avec évidemment les essais. On a augmenté les capacités de charge de 15% sur les roulements à rouleau conique, ceux qui étaient Explorer. 15% sur la capacité de charge, ça veut dire une durée multipliée par un coefficient 1,6. Et puis on a également modifié un facteur de calcul qui s'appelle le facteur de correction ASKF, qui est un facteur qui multiplie la durée, car en effet, les roulements Explorer ont une moindre sensibilité que, je dirais, les modèles de calcul ne le prévoyaient, à la présence d'indentation, à la présence de particules solides, et ont également, je dirais, la propreté intrinsèque des roulements, la qualité géométrique intrinsèque des roulements, influent comme un minorateur de la contrainte que voit le roulement. Et donc, on a appliqué un coefficient ASKF différent des roulements non Explorer. Et la combinaison de la modification du ASKF et de la capacité de charge conduit à des durées qui peuvent être supérieures d'un coefficient x3 à des non-Explorer. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement, par le calcul, à retrouver le comportement des essais. Donc voilà ce que c'est que Explorer en 2003. Alors Benoît, en 2017, SKF a décidé de franchir un autre pas, et qui a été de capitaliser tous ses efforts d'une manière beaucoup plus large. Je crois que tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, tu as expliqué ce qu'était le roulement Explorer, le roulement à rouleau conique Explorer. Ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est en fait la généralisation de ces améliorations d'acier, de conduite des machines de production, de l'ensemble des tolérances, l'ensemble des formes géométriques sur la totalité de notre gamme, que les roulements soient petits, moyens ou un peu plus gros, qu'ils soient de telle et telle section, etc. Donc, nous permettons aujourd'hui de vous faire savoir que sur la totalité de notre gamme de roulements à rouleau conique, la totalité, qu'ils soient Explorer ou pas, jusqu'à 360 d'alésage, nous avons décidé au regard des tests et des améliorations de production et de nos aciers de augmenter les capacités de charge que vous trouvez au catalogue, capacité dynamique de charge de 7%. De plus, les roulements qui n'étaient pas Explorer
vont eux-mêmes bénéficier de 15% dont parlait Domenico supplémentaires. Donc certains de nos roulements vont voir une augmentation de la capacité de charge augmenter de 23%, chose que vous pouvez déjà voir sur les catalogues disponibles en ligne. Ça reprend l'ensemble des évolutions de SKF depuis les décennies dont on vous a parlé. Ça reprend l'ensemble des améliorations de la TQ-Line historique et ça reprend l'ensemble des améliorations liées au roulement Explorer. Bien sûr, on conserve quelques solutions sur mesure pour certains d'entre vous qui nous demandent des roulements comme ceci ou comme cela, mais notre gamme va bénéficier de l'ensemble de ces modifications. Toute la gamme avec une capacité, je le disais, de 7% augmentée, et ceux qui deviennent Explorer, vous allez voir, c'est massif, une augmentation de 23%. Les solutions sur mesure peuvent être, par exemple, certains d'entre vous connaissent une variante qui s'appelle CL7C, qui a quelques particularités au niveau de l'épaulement, mais notre gamme se veut être large et adoptant cette fois-ci massivement le concept Explorer. Peut-être, Benoît, juste pour revenir sur le transparent là actuel, dans l'évolution de la capacité de charge, 7% par exemple de manière générale, c'est, on va presque dire, une photo entre 2003 et 2017 nous permet de dire on a gagné 7% de capacité de charge. 7% de capacité de charge sur un calcul très simple de durée, ça veut dire 25% de durée en plus. Donc 25% de durée en plus en théorie. Et les Explorers, c'est on fait des efforts tels qu'on arrive à garantir que les 15% de 2003 s'élargissent à une très grande gamme. Et depuis 2003, on a encore rajouté 7%, donc 15% plus 7%, ça fait 23%. Et bien quand on rajoute 23% à une capacité de charge de roulement, on multiplie par 2 sa durée calculée. Donc ça veut dire qu'on peut être en mesure aujourd'hui, certainement sur des machines existantes, eh bien de passer de plus forte puissance, chose qui donc ouvre probablement de nouveaux horizons, voire même de diminuer les tailles de machines. Domenico, on a parlé de théorie, tu viens de parler de calcul, on vient de parler de capacité dynamique de charge, mais est-ce qu'on a aussi des éléments à partager qui pourraient prouver, démontrer, est-ce qu'on a des aspects pratiques émanant de tests par exemple? Alors, tout à l'heure, je vous parlais des courbes bleu clair, bleu foncé, là, qui sont nos essais, on va dire, continus d'endurance, qui permettent de valider ce que l'on fait. SKF a le souci, quand on met en place des choses contractuelles, par exemple les capacités de charge au catalogue, d'avoir une procédure de définition de ces caractéristiques catalogue extrêmement cadrée et carrée. D'ailleurs, elle a fait l'objet d'homologation par le Germanischer Lloyd et le DNV, excusez-moi, je ne vais pas réussir à le dire ce matin, DNV, qui ont validé la manière dont SKF évalue ses capacités de charge. Et dans cette manière de l'évaluer, il y a entre autres des tests d'endurance faits spécifiquement dès lors qu'il y a des évolutions de caractéristiques. Et là, je vais vous montrer quelques résultats de tests d'endurance. Le premier, c'est un test d'endurance en présence je dirais, de conditions en l'absence de contamination solide. Donc on a fait tourner un roulement 32-011, là c'est le cas de cet exemple-là, un roulement de 55 mm d'alésage, qu'on fait tourner à 2400 tours et avec de l'huile, parce qu'on maîtrisera bien le niveau de pollution. Et on le charge très fortement, un pour réduire le temps et deux pour voir un petit peu les effets favorables de nos choix de design. Et quand on regarde les résultats, alors en plus on les compare à des confrères, tant qu'à faire. Comme ça on va répondre à deux questions, c'est à la fois on valide nos durées et deux, on les compare à ce qui se passe sur le marché. Donc là, donc nos tests permettent de valider nos capacités de charge, et quand on les compare à ce qui se passe sur le marché, là il est précisé 3 concurrents par exemple, marque A, marque B. Marque A, marque B, ce sont des concurrents majeurs. B et C. Ah pardon, B et C, excusez-moi. B et C, ce sont des concurrents majeurs sur le marché. Donc, vous voyez que en conditions de contamination normale, finalement,
la qualité des aciers SKF et, comme on est très fortement chargé, l'influence favorable du profil logarithmique des rouleaux permet d'avoir des durées qui sont 10 fois supérieures ou 3 fois supérieures à celles de concurrents majeurs. Donc, alors, la marque A, elle, je dirais, c'est plus du produit exotique. Donc, même dans des conditions extrêmement chargées, des produits exotiques, à part si vous les avez validés, ça veut dire finalement ne pas avoir beaucoup de garanties sur le fonctionnement de ces produits. Voilà. Et si on a par exemple du désalignement, alors, de la non, là, contamination? Ouais, passe peut-être sur le désalignement déjà. Tiens. Bon. Le même essai fait en présence de désalignement. Donc là, c'est pour voir l'influence, encore une fois, de la valeur du profil logarithmique des rouleaux. On constate là encore qu'on est supérieur à nos confrères, ce qui montre cette supériorité de géométrie. Bon, on voit que le confrère A et le confrère B, je dirais, se comportent différemment, donc il faut croire que leurs géométries sont variables de l'un à l'autre. Revient sur donc voilà également donc cette valeur-là. Et en présence de contamination, là, on est l'influence de la pollution. Donc, on a pollué volontairement l'huile et on regarde comment se comportent les roulements. Donc là, on est sur de la fatigue superficielle, fatigue initiée en surface. Et là, c'est purement sur la notion de traitement thermique, de dureté que l'on joue. Et l'optimisation de nos traitements thermiques font que nos roulements sont plus endurants à une pollution qui serait plutôt du domaine de pollution de type usure, qui conduirait à une usure de surface. Alors, il faut faire très attention parce que l'idée n'est pas de dire je lubrifie mes roulements avec du sable, mais l'idée c'est de dire les roulements SKF, on va dire, sont un petit peu plus coriaces quand il s'agit d'une pollution industrielle de type de sel par exemple qu'on aurait dans des réducteurs. C'est ce genre de choses dont il est question. En présence de particules, et on a toujours des particules dans l'huile, eh bien l'optimisation des traitements thermiques nous fait dire que nos roulements sont plus endurants que ceux qui se trouvent sur le marché. Voilà. Benoît, donc on annonce là des caractéristiques réévaluées. Je vous ai montré que ces caractéristiques réévaluées, on les valide par essai et on a également comparé ces caractéristiques par essai à celles que propose la concurrence. Donc elles sont extrêmement prometteuses, mais elles ne sont pas limitées du tout en envergure et Benoît va vous présenter la gamme précisément que cela concerne. Alors, pour expliquer ça rapidement, je vais essayer d'utiliser ce type de tableau et vous montrer visuellement que nous déployons très largement notre gamme Explorer, chose qui n'avait pas été faite jusqu'à maintenant. Donc je vous propose de parcourir les dimensions des plus petites vers les plus grandes en allant vers le tableau, vers le bas de ce tableau. Donc ici on a le diamètre de l'arbre qui croît en millimètres. Et puis sur la droite, sur la partie horizontale, on a les différentes sections des roulements à rouleau conique. Et par exemple, un 32-212 va se trouver par ici. Donc plus le roulement est gros, plus il est bas ici. Et puis là, il y a différentes sections, 30 200, 33 000, etc., etc. Ce que je voudrais vous montrer, vous faire toucher du doigt, c'est que jusqu'à maintenant, notre gamme était massivement TQ-line. Donc tout ce qui est bleu ciel ici, vous voyez à peu près couvrant toutes les dimensions et toutes les sections. On avait quelques explorers, les points rouges, quelques explorers plus spécifiquement avec un suffixe PEX dont on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, avec le bleu foncé, etc. Et ce que je voudrais juste vous montrer, c'est que notre annonce ce jour à votre attention, c'est que notre gamme devient massivement Explorer, puisqu'on va passer de cette gamme-ci à la gamme de demain, qui va être en bleu foncé Explorer. Et en bleu ciel, pas encore Explorer sur les plus grandes dimensions. Donc la grande majorité de ce que nous produisons, de ce que nous vendons en termes de numéros, est en train de devenir Explorer, juste en vous rappelant que
S'ils ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, les capacités de charge ont été augmentées de 23%. Et pour les plus gros d'entre eux, avec nos améliorations de toute façon déjà opérées sur nos aciers et nos tolérances, on augmente de toute façon à minima les capacités de charge dynamique de 7%. Donc c'est massif. J'ai souhaité faire ça visuellement parce que l'ensemble de notre gamme est en train de devenir Explorer. Alors, juste faire une gamme qui n'a pas de trou, ça demande que, on va dire, les usines qui les fabriquent s'engagent à tout point de vue. Tous les roulements ne sont pas faits dans une seule et même usine, donc ça concerne plusieurs usines du groupe SKF et tout je dirais presque ce challenge pour arriver à fabriquer de manière constante cette qualité-là. Donc cette généralisation, elle se fait au prix vraiment d'un check des capacités de nos usines. Pour lire ce tableau simplement, je dirais que jusqu'à 90 mm de diamètre d'arbre, quasiment tous nos roulements sont Explorer. Quasiment tous nos roulements sont Explorer. C'est-à-dire que la durée, L10, c'est x2 jusqu'à 90 mm de diamètre d'arbre. Ça concerne déjà énormément d'applications. Ensuite, jusqu'à 130 mm, en gros, un roulement sur deux est Explorer. Et les plus gros Explorers vont jusqu'à 260. 260, vous avez encore une durée jusqu'à x2 pour certaines tailles. Voilà. Donc c'est, vous voyez, 90 mm, quasiment tous les roulements sont Explorer. Très bien. Domenico, on a parlé des capacités de charge, on a parlé du roulement Explorer. Est-ce que la façon dont on désigne nos roulements évolue? Est-ce que nos désignations sont changées? Oui. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent pas forcément, on ne devait pas savoir ce que c'était que la TQ-Line. Et on va dire la non-généralisation des Explorers sur les coniques en 2003 n'a pas non plus permis de faire savoir que, je dirais, on avait des capacités de charge qui pouvaient être bien au-delà de ce qui était au catalogue. On a un petit peu appris de cela, c'est-à-dire finalement avoir des désignations compliquées. Et on a souhaité, en même temps que l'évolution des performances, simplifier les appellations des roulements à l'extrême. Pour qu'il n'y ait plus de doute possible. Je dirais, quand demain vous achèterez un roulement SKF, vous aurez Explorer et vous aurez des capacités de charge augmentées. Alors comment on a simplifié les choses à l'extrême? C'est assez simple. On a enlevé les suffixes qui avaient trait à la cage, les suffixes J et J2 qui sont historiquement dans nos désignations. Clairement ça ne sert à rien, on les a enlevés. Le suffixe Q de la TQ-Line a été supprimé aussi, mais les roulements Explorer sont TQ-Line par défaut. Par contre, il existera quelques suffixes qui vont subsister parce que c'est des suffixes qui précisent que la géométrie interne est différente pour une même section de roulement. Donc, les suffixes B et X restent parce qu'il existe des versions non B et des versions non X. Donc, c'est deux roulements différents avec ou sans ces suffixes-là. Cette simplification s'applique aussi bien aux désignations des roulements de type ISO, c'est-à-dire les 32 000, 33 000, 30 000, etc., que les roulements en appellation ABMA, donc les roulements en appellation américaine. Alors, le suffixe Explorer n'apparaît pas sur la désignation des roulements. Il n'apparaît sur aucune des désignations des autres roulements, des autres gammes SKF Explorer. En revanche, dans nos catalogues, sur nos sites internet, les roulements Explorer vont être identifiés en étant indiqués en bleu dans les tables. Donc les tables des roulements, vous verrez, le roulement Explorer est indiqué en bleu. Et surtout, les roulements eux-mêmes vont être marqués SKF Explorer, séparés de la désignation du roulement sur les bagues. C'est le cas des autres familles de roulements qui sont elles-mêmes Explorer. Et ce marquage, vous le retrouvez également sur les emballages, sur les palettes et sur les boîtes. Voilà. Donc la notion d'Explorer n'apparaît pas dans la désignation, mais elle apparaît sur les produits que vous recevez. Enfin, il existe des variantes spécifiques extrêmement populaires, par exemple la variante CL7C, qui est une variante avec
Optimisation encore au-delà de l'épaulement et niveau de précision supérieur également, qui est une application de roulement pour les pignons d'attaque de camions, parfois également utilisée dans l'industrie. Cette variante continue à exister sous l'appellation CL7C, mais n'apparaîtra plus dans les catalogues pour pas qu'il y ait de confusion. Donc elle restera proposée pour les applications qui la nécessiteraient, entre autres dans l'automobile. Voilà. Donc en résumé, c'est quelque chose de très simple. Et le petit tableau en dessous va résumer les changements. Donc les changements, pour donner quelques exemples, un roulement qui s'appelait 30202 J2Q, il va s'appeler dorénavant 30202. Il devient Explorer. Il est marqué Explorer sur SKF Explorer, sur les emballages comme sur le roulement. Et donc on a supprimé les suffixes J2Q. Le suivant, lui, il était J2, il n'est pas Explorer, donc on supprime le suffixe de case J2. Il n'est pas marqué Explorer, puisqu'il ne l'est pas, et c'est un roulement de grande dimension qui fait 180. Le suivant, c'est un taille 24, donc un 120 d'alésage. Il passe Explorer, donc il sera marqué Explorer. Et bleu. Et bleu, évidemment, dans le catalogue. Et le dernier, donc il passe Explorer, donc il passe bleu. Il est X, le X reste parce que c'est une variante de géométrie interne par rapport au non X. Il était Q, donc maintenant il est Explorer, le Q est standard, le Q disparaît. Donc le roulement s'appelle simplement 320X et il est bleu et il sera marqué Explorer sur les boîtes et sur les emballages. Donc vous voyez, on simplifie à l'extrême les désignations, on ne garde que le strict minimum et vous avez clairement l'identification des roulements qui sont Explorer, qui gagnent donc 23% de capacité sur la gamme. Voilà, Domenico, tu en parlais, ça se ne fait pas en un seul instant dans toutes nos usines et il y a un planning d'introduction de la généralisation de notre gamme roulement à rouleau conique SKF Explorer. Quelques informations pratiques que je peux partager. S'agissant du planning de la fin de l'été 2017, donc on a quelques roulements qui sont déjà produits et qui sont d'ores et déjà marqués SKF Explorer avec les simplifications de désignation qui commencent à poindre le bout de leur nez. Et donc de la fin de l'été 2017 jusqu'au début de l'année 2019, on va donc massivement adopter le roulement à rouleau conique SKF Explorer. On a une brochure et on vous la confiera sur le site et on vous le confiera à vous qui nous avez fait l'honneur d'assister à notre présentation de ce jour. Donc on va vous confier une version PDF de cette brochure. Sachez, quelques-uns d'entre vous utilisent ça avec nous. Certains d'entre vous sont reliés avec ce qu'on appelle le Web Customer Link, donc WCL. Et vous pouvez regarder nos disponibilités quelquefois même, si l'option est validée, commander chez nous un certain nombre de produits. Sachez que dans ce même lien qui nous rapproche, nous mettons à jour chaque mois les nouveaux roulements qui deviennent SKF Explorer dans notre gamme roulement à rouleau conique. Et puis évidemment, votre contact habituel au téléphone ou la personne qui vous visite est bien au fait de ces évolutions et saura vous renseigner. Donc voilà les informations pratiques que je voulais partager. Mais Sarah, que faudrait-il retenir de notre discussion de ce matin ? Merci Benoît, merci Domenico. Donc du coup, avant de passer aux questions-réponses, donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc ces roulements à rouleau conique SKF Explorer vous permettront d'améliorer vos équipements, notamment en termes de capacité de charge accrue ou durée augmentée, ou même la possibilité de réduire l'encombrement de votre équipement. Augmenter aussi la durée de service des roulements, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Et également sélectionner le bon roulement en toute simplicité lors de la conception ou de la maintenance de l'équipement. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Ce que je peux juste rajouter, c'est que avec des capacités de charge dynamiques augmentées, un constructeur pourrait être intéressé par réduire la dimension totale de la machine parce qu'on peut peut-être utiliser des roulements de plus petite dimension. Et puis un utilisateur va peut-être voir, lui, l'autre aspect de l'amélioration, c'est-à-dire, dans un encombrement équivalent, avoir une durée de service augmentée, puisque la capacité de charge dynamique du roulement est augmentée. Donc, suivant qu'on se trouve être concepteur ou utilisateur, on peut voir deux améliorations différentes. Mais oui, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, donc, et
Donc moi, Domenico Resteno, là, je dirais simplement que là, on est sur des roulements catalogues et on peut se dire qu'on a qu'on peut avoir fait le tour de la question et que c'est pas évident de les faire évoluer. Je vous confirme que c'est pas évident de les faire évoluer et que ça nécessite que des efforts soient faits au niveau des industriels pour que ce soit le cas. Mais annoncer des évolutions telles sur les performances, c'est quelque chose d'assez remarquable qu'on va tenir. Nos capacités de charge, nos durées, si vous les comparez à celles d'autres, peut-être que dans le calcul, vous n'y verrez pas forcément de différence vis-à-vis de certains autres. Mais je vous ai montré tout à l'heure, c'est un certain nombre d'essais que l'on fait qui montrent des choses que les calculs ne disent pas. Donc cette histoire de profil de piste, par exemple. Et donc voilà, il y a au-delà des valeurs de calcul qui évoluent chez nous, il y a également des performances qui sont au-delà même des calculs, qui font qu'aujourd'hui on vous propose des produits que je considérerais aller robustes. La robustesse ne se calcule pas, mais on est en mesure de l'évaluer. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour les industriels que vous êtes, dans le cadre de nouvelles conceptions, ou dans le cadre même de développement, enfin, je dirais, aller plus loin avec des machines existantes. Voilà.